Merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Messieurs, de partout, vous nous suivez. Bienvenue dans votre magazine Santé d'abord, une émission au service de votre bien-être. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le docteur Franck Omangelo avec qui nous parlerons de comment lutter contre la dépression. Bonjour docteur. Bonjour Madame la journaliste. Et merci de nous avoir reçus. Merci. Alors la RDC est le 14e pays d'Afrique les plus touchés par les maladies psychiatriques. La dépression, qu'est-ce que c'est? Alors, la dépression, effectivement, comme vous venez de l'énoncer, c'est une pathologie psychiatrique. Oui. Et elle entre dans le grand groupe des pathologies psychiatriques appelées troubles de l'humeur. Oui. Et donc, la dépression, par définition, c'est un trouble de l'humeur. L'humeur qui est définie comme cette tonalité affective de base. Oui. C'est cette tonalité affective de base qui définit lorsque l'on est content, lorsque l'on est triste, lorsqu'on a une douleur morale. Et donc, le trouble de l'humeur, ici, dont nous parlons, la dépression, va se caractériser par une diminution, n'est-ce pas, de cette tonalité affective de base. Alors, quels sont les symptômes physiques et psychologiques de la dépression? Alors, comme je venais de le dire, c'est un trouble de l'humeur. Déjà, au niveau de cette thymie, comme on l'appelle chez nous, nous aurons une tristesse. Ça, c'est vraiment l'un des premiers symptômes. Donc, quelqu'un qui est déprimé, c'est quelqu'un qui va présenter dans sa thymie une tristesse. Alors, les symptômes de cette pathologie vont évoluer de manière insidieuse. Ça veut dire progressivement. On va développer une tristesse. Après, on va développer des éléments qui vont accompagner cette tristesse. Ça veut dire le manque de l'élan vital. La personne aura du mal à prendre goût aux activités quotidiennes de sa vie. La personne aura du mal à dormir, ça peut se caractériser par des insomnies ou alors par des hypersomnies, ça veut dire qu'une personne commence à beaucoup dormir. La personne va développer une négligence sur sa tenue, n'est-ce pas? La manière de tenir ses habits, la manière de tenir son corps, ok? Et donc, tous ces éléments vont accompagner cette tristesse jusqu'à évoluer finalement vers une tristesse assez morbide où le patient commence à développer des idées de suicide, par exemple. Et ça, nous le verrons, que c'est un des signes majeurs qui en appelle à une urgence thérapeutique. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent la dépression? Alors, la dépression est favorisée par plusieurs facteurs. Ok. Donc, déjà, il y a un modèle en psychiatrie, on parle du modèle biopsychosocial. Ok. Ce modèle permet, n'est-ce pas, de rapporter les facteurs qui concourent à la survenue d'une pathologie psychiatrique. Et la pathologie psychiatrique dont nous parlons ici, c'est la dépression. Dans le bio, on a la biologie, n'est-ce pas? Et ici, nous avons l'hérédité. Oui. Il y a une composante génétique clairement prouvée dans la survenue des pathologies psychiatriques et celle dont fait l'objet ce jour, c'est la dépression. Donc, on peut développer une dépression parce que dans les gènes, dans l'hérédité, on a une composante de cette pathologie. Alors, à part cela, nous avons des problèmes hormonaux. Oui. Il y a certains troubles hormonaux aussi qui concourent, n'est-ce pas, à la survenue de cette pathologie. Mais nous avons aussi les facteurs environnementaux, Oui. socio-culturels, qui peuvent entraîner la survenue de cette pathologie. C'est une personne au départ prédisposée, n'est-ce pas, à faire cette pathologie. Quels sont ces problèmes? Ce sont les problèmes de vie. Oui. Perte d'un emploi, perte d'un être cher, divorce, perte de son capital de commerce, une nouvelle très difficile, n'est-ce pas, à maîtriser. Ces éléments, dans le vécu de l'individu, peuvent concourir à la survenue de la dépression. Alors, la dépression reste tout de même une maladie mentale courante. Alors, quelles sont les personnes qui sont les plus susceptibles ou qui sont les plus exposées à cette affection? Effectivement, comme vous le dites, c'est une maladie courante. D'ailleurs, quand vous lisez certains documents, on vous dit que après l'anxiété, c'est la dépression qui vient en termes de pourcentage dans les maladies psychiatriques où on a une baisse de l'humeur, n'est-ce pas? Et que sur l'échelle mondiale, 5% d'individus sont susceptibles de faire la dépression. Donc c'est une maladie courante. Maintenant, les personnes susceptibles d'en faire, c'est quelles personnes? C'est d'abord, nous avons dit, les personnes qui ont une prédisposition. D'abord. Mais sinon, ne vous en faites pas, tout individu
que ce soit vous, que ce soit moi, est à même de faire une pathologie psychiatrique. Mais d'abord, en avant-plan, ce sont les personnes dont le terrain génétique, par exemple, est mis en avant. Ça veut dire s'il y a une prédisposition héréditaire, ou alors d'autres personnes qui ont déjà un soubassement biologique, n'est-ce pas, pour faire cette pathologie, par exemple un trouble hormonal, ou alors certains individus qui ont des traits de personnalité prédisposants. Alors, traits de personnalité, ça veut dire que dans la pathologie psychiatrique, il y a des personnalités qui prédisposent à faire une pathologie psychiatrique. Donc, si vous avez déjà un soubassement avec une personnalité morbide déjà, vous pouvez faire cette pathologie. Alors, comment différencier une dépression normale passagère et une dépression qui est tout de même une maladie grave? Très bonne question. Déjà, c'est en termes de temps. Oui. En termes déjà de temps. Il peut vous arriver aujourd'hui que vous ayez, n'est-ce pas, un problème. Tout le monde, on a tous des problèmes dans la vie. On peut vous licencier, vous pouvez perdre un être cher. Oui. Il y a une période physiologique, par exemple de deuil, pour lequel vous devez pleurer, vous attrister, c'est normal. Mais lorsque ce temps dépasse le temps normal, lorsque la clinique que vous commencez à présenter n'entre plus dans un critère de ce qui est physiologique, là, ça devient une maladie. Je vous donne un exemple. Oui. On vous apprend par exemple que, bon, voilà, votre travail ici est terminé. Vous ne viviez que de ça, c'est normal que les jours, les semaines qui suivent, du moins, vous soyez assez triste. Mais si cette tristesse continue 2 mois, 3 mois, après 6 mois, vous ne faites que pleurer, vous ne voulez plus vous laver, vous ne voulez plus sortir de votre maison, vous avez ce qu'on appelle en psychiatrie une anédonie, une perte de l'élan vital, et que maintenant, au décours de ça, vous commencez à avoir même des idées de mettre fin à votre vie. Là, ce n'est plus normal. Vous en conviendrez avec moi que ce n'est plus normal. Même pour quelqu'un qui n'est pas praticien, si on lui dit de telles choses, on va dire non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. Et donc, en ce moment-là, ça devient, on entre dans la maladie. Et vous allez voir que dans cette dépression, de manière classique, on distingue 2 grands groupes, la dépression mineure et la dépression majeure. Et l'un des maîtres symptômes qui va différencier ces 2 grands groupes, c'est ce qu'on appelle chez nous la série des idées noires. Quelqu'un qui commence à vouloir même mettre fin à sa vie au décours de cette maladie dépressive. Et c'est le plus grand danger. Donc la personne va déjà commencer à vous dire que non, moi je trouve que comme ma fiancée a mis fin à nos fiançailles, je crois que sans elle, je ne peux plus vivre. Il vous dit d'abord ça, et après ça revient, il dit non, moi je vais maintenant me pendre. Et qu'au décours de cela, vous remarquez que c'est une personne qui ne prend plus soin d'elle, qui ne mange presque plus, qui ne dort plus bien. Eh bien, l'ensemble de ces symptômes vous démontrent que nous sommes dans le cas d'une dépression, maladie anormale. Oui. Alors, les traitements de la dépression reposent sur quoi? Alors, le traitement repose sur 2 grands groupes, ok? Il y a les traitements médicamenteux et les traitements non médicamenteux. Dans les traitements non médicamenteux, qui est d'ailleurs une partie très importante à ne pas négliger, on a ce qu'on appelle la psychothérapie. C'est une thérapie psychologique, n'est-ce pas, où on parle avec le malade, on essaye, entre guillemets, de remonter le moral, n'est-ce pas, de ce malade-là. Et il y a plusieurs types de psychothérapie. Ça peut être des psychothérapies de soutien, ça peut être des psychothérapies cognitives et comportementales. Donc on essaye vraiment de changer, n'est-ce pas, la cognition. La cognition, ça veut dire l'intellect de ce malade par rapport à son comportement, au comportement qu'il adapte. On essaye de soutenir ce malade qui est dans une phase noire de sa vie, et ce travail est assuré, n'est-ce pas, par les psychologues. Ok? Maintenant, à côté de cela, nous avons, n'est-ce pas, la prise en charge médicamenteuse. Là, maintenant, ce sont les médicaments. Et ici, chez nous, la classe des médicaments qui est la plus utilisée, ce sont les antidépresseurs. D'accord? Les antidépresseurs, ce sont des médicaments qui permettent d'annuler les effets liés à la dépression. Il y a plusieurs classes d'antidépresseurs, mais le rôle majeur ou la fonction majeure qu'assurent ces médicaments, c'est de redonner le goût à l'individu qui avait perdu l'envie de se laver,
l'envie de se lever pour aller travailler, l'envie de parler, l'envie de manger, la perte de cet élan vital ou de ce plaisir, comme nous avons dit, l'anédonie, ces médicaments ont pour rôle de redonner ce plaisir à la vie. C'est ce qu'on appelle les antidépresseurs. Et à côté de ces médicaments, on peut associer des anxiolytiques. Ce sont des molécules des benzodiazépines. Alors, parlons des antidépresseurs. Est-ce que ces traitements marchent chez tout le monde? Parlons par exemple d'un patient qui ne répond pas favorablement aux antidépresseurs. Qu'est-ce que vous ferez et est-ce qu'il y a un autre traitement? Alors, généralement, il faut dire que ce sont des traitements qui répondent assez bien et assez souvent. Est-ce que tout le monde est à même de répondre? Oui. Il y a des possibilités même d'associer, n'est-ce pas, ces médicaments. Lorsque, par exemple, vous donnez une seule molécule antidépresseur à une dose X et que ça ne répond pas, vous avez la possibilité d'augmenter la dose. Et même la possibilité d'associer ces molécules. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas seulement le traitement médical, il faut toujours associer le traitement non médicamenteux, ça doit aller de pair pour justement avoir une possibilité d'avoir un résultat escompté. Okay? Et à côté de cela, il y a d'autres thérapies, qui permettent de relaxer les malades, n'est-ce pas? À l'extérieur, ailleurs, on a ce qu'on appelle, par exemple, la balnéothérapie. Vous prenez le patient déprimé, vous allez les amener au niveau, par exemple, de la mer, n'est-ce pas, où ils vont essayer de se détendre, n'est-ce pas, au niveau des stations balnéaires. Vous voyez, les stations balnéaires, et le patient peut passer du temps, essayer d'oublier un peu les circonstances, n'est-ce pas, qui ont concouru à la survenue de sa dépression. Et il faut le dire, il est très important de mettre toujours la main sur ce qu'on appelle chez nous en psychiatrie l'épine irritative. L'épine irritative, ça veut dire qu'est-ce qui a amené de manière directe à la survenue de la dépression. Ça peut être un viol. Oui. Ok? Si vous savez que c'est un viol, la première des choses, dans la psychothérapie ou dans la prise en charge psychothérapique, vous devez éloigner cet individu de toutes les circonstances ayant concouru à ce viol. Parce que si cette personne se retrouve en contact de ces circonstances, ça peut aggraver, n'est-ce pas, les symptômes. Et donc voilà, c'est cet ensemble. En fait, ce n'est pas un seul traitement, c'est un ensemble bien ficelé qui donne des résultats. Alors, si la personne ne répond pas correctement au traitement, eh bien, on se dit, ça va passer avec le temps, voilà, j'ai eu la dépression, et les membres peut-être de famille peuvent dire, voilà, c'est arrivé, ça va passer, c'est passager. Alors, si la personne ne se fait pas traiter, est-ce que les conséquences sont irréversibles? Merci. Lorsqu'il s'agit d'une dépression maladie avérée, surtout lorsque la dépression, parce que je vous ai dit qu'il y a deux formes, de manière classique, bien qu'il y a des petits sous-groupes à l'intérieur dont je vais vous épargner les détails, mais les deux grands groupes, c'est la dépression mineure et la dépression majeure. Surtout pour la dépression majeure, le patient est en danger. Je vous ai dit que cela se caractérise par ce qu'on appelle la série des idées noires. Donc, ce patient, sachez-le bien qu'il va arriver à se suicider. C'est ça le premier danger, ou le grand danger. Il va mettre fin à ses jours. Donc vous ne pouvez pas dire non, on va le laisser, ça va passer. Dès lors que le patient commence à présenter tous les signes que je vous ai énumérés, tristesse de l'humeur, manque d'appétit, trouble du sommeil, trouble de la libido, anédonie, manque de l'élan vital, il ne veut plus se laver, etc., etc., et qu'il commence à évoquer maintenant la notion de mettre fin à ses jours, c'est un patient qu'il faut hospitaliser. Il ne faut pas le garder à la maison. Parce qu'un bon jour, vous allez le retrouver, la corde au cou, où il s'est entaillé les veines. On a eu beaucoup d'images comme ça, où on voyait sur les réseaux sociaux un père de famille se barricader dans sa maison, mettre le feu, partir avec ses enfants. Et il faut remonter dans de tels cas, vous verrez que sûrement ce patient avait déjà des signes de dépression, qui ont été peut-être pris à la légère en disant que ça va aller, voilà et tout. Mais ça évolue toujours indubitablement vers le décès du malade. Alors, comment surmonter la dépression? Alors, comment surmonter la dépression? Eh bien, si c'est une dépression... passagère.
passagère, comme vous le dites, eh ben, déjà, quand il y a une dépression, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut consulter. Oui. Il est difficile que l'on surmonte soi-même. On a toujours besoin d'une aide, n'est-ce pas? Et on peut commencer, ne fût-ce que pas... C'est pas fréquent dans notre société, mais c'est important. C'est pourquoi vous voyez dans les sociétés occidentalisées, par exemple, chaque famille a un psychologue. Ou chaque individu a un psychologue. Lorsqu'il se sent anxieux, il sent qu'il a des problèmes, il va d'abord vers son psychologue. Le fait d'avoir d'abord une psychothérapie peut régler le problème. Mais si ça ne se règle pas en ce moment-là, vous verrez que le psychologue va envoyer le patient vers le psychiatre pour qu'ensemble, on essaye de trouver une solution. Donc, on ne peut pas dire je vais surmonter une dépression seule à la maison, parce que vous allez voir que l'attitude de cette personne qui veut surmonter la dépression, ce sera de s'enfermer, de prendre des écouteurs, de mettre une musique qui va la faire pleurer, surtout lorsque c'est le fiancé qui est parti ou le mari qui est parti. Ce fait déjà de s'enfermer, de s'isoler, cet isolationnisme entre déjà dans les critères de définition, n'est-ce pas, d'une dépression, si ça prend beaucoup de temps. Alors, dans un pays de 70 millions d'habitants, il n'y a qu'une quarantaine de psychologues. Psychiatre, c'est aussi un problème, docteur. Alors, nous chutons déjà. Quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment? Ça, c'est un sérieux problème, tel que vous le dites, dans un pays continent comme le nôtre. Déjà, dans cette province, il faut vous dire, les neurologues, les psychiatres ou ceux qui ont eu la formation de neuropsychiatre, c'est à compter au bout de doigts. Je peux vous dire que c'est moins de 10. Oui. Vous vous rendez compte? Les psychologues, n'en parlons pas. Ils sont là. Mais souvent, on manque le travail, on se retrouve en train de faire autre chose. Oui. Pourtant, ce sont des personnes qui, normalement, devaient avoir du travail pour aider la population. Le conseil que l'on peut donner, c'est déjà qu'il y ait beaucoup de formations où qu'on donne la possibilité aux jeunes médecins qui terminent, n'est-ce pas, la possibilité de se former en neurologie, en psychiatrie, avoir beaucoup de psychologues et avoir beaucoup de centres de prise en charge, parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de malades qui font cette pathologie. Ils sont là, mais ils sont sous-diagnostiqués. Ils ne sont pas bien traités. Et la plupart se terminent en scandale. Mais parfois, on se réfugie à l'église. C'est souvent le premier lieu d'ailleurs où on part, parce qu'on pense aux démons. Et moi, j'ai toujours dit que il y a des moments où je pense que le diable nous accuse chez Dieu en disant ça, ce n'est pas moi. Parce qu'on lui prête beaucoup. Parfois, il dit ça, ce n'est pas moi. Ça peut être juste une maladie. Et nous, les Africains, notre nature, c'est que quand on ne sait pas de quoi on souffre, automatiquement, c'est la sorcellerie, on va à l'église, n'est-ce pas? Aller à l'église, c'est bien. C'est très bien, mais il faut aussi se faire soigner. Donc, le conseil qu'on peut donner aussi à la population, dès que vous remarquez que chez un individu, frère, parent, sœur, il y a les symptômes que nous avons énoncés, tristesse exagérée, perte de l'élan vital, isolationnisme, trouble du sommeil, trouble dans l'alimentation. Vous pouvez être dans un couple, c'est les troubles de libido. L'individu ou la dame ne veut plus sentir son partenaire et que cela dure pendant beaucoup de temps avec impact, ça c'est très important, sur le vécu quotidien du patient. En ces moments-là, conseiller cette personne de venir consulter. Une consultation bien faite en psychiatrie, on peut mettre la main sur le diagnostic avant que cela n'évolue vers un scandale et qu'on vous montre une vidéo où un monsieur s'est pendu. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci. Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève votre magazine. Merci de nous avoir suivis et surtout prenez soin de vous. Au revoir.